Aujourd'hui, j'accueille Henri Chabadel, le directeur des investissements chez BlackRock France. BlackRock, c'est tout simplement le plus grand gérant au monde avec plus de 11 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Effectivement, l'économie européenne, vous l'appelez le musée, il y a des économistes qui appellent ça l'EHPAD. Reconnu pour son expertise dans le domaine de l'investissement, BlackRock est surtout le leader dans les ETF avec sa gamme iShares, mais aussi des solutions technologiques grâce notamment à Aladdin, une plateforme de gestion des risques et de portefeuille. Le gros enseignement de 2024, c'est qu'il y avait un débat entre soft et hard landing, et en fait, le résultat des courses, c'est zéro landing. Henri travaille sur les marchés depuis plus de 20 ans et a occupé le poste de chef multi-asset chez Groupama Asset Management avant de rejoindre BlackRock en 2018 afin d'apporter son expertise en construction de portefeuille. Il intervient régulièrement sur les plateaux TV et dans la presse afin de discuter des perspectives économiques. Un peu comme pour la bulle Internet, il faut plusieurs années avant que les acteurs qui ont été échaudés n'aient plus peur de l'eau froide. La Chine, de ce point de vue-là, peut être assez tranquille parce que les acteurs ont été bien échaudés. Dans ce Finary Talk, nous allons analyser la situation macroéconomique du monde en 2025 et des opportunités futures en s'intéressant plus particulièrement aux États-Unis, à la place de la Chine, les pays émergents et de l'Europe. Nous aborderons également le sujet d'une bulle éventuelle sur l'IA, voire même sur les ETF. Et enfin, nous terminerons sur les dernières innovations dans les ETF, notamment les ETF actifs. Là, on observe un nouveau phénomène aux États-Unis avec des ETF actifs. Ouais. Est-ce que c'est pas un oxymore, ça ? Bonjour Henri. Salut Mounir. Comment vas-tu ? Super bien. Très heureux d'être là. Merci d'être venu. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je te propose de commencer par les États-Unis, qui sont la locomotive mondiale en termes d'économie et qui sont aussi le marché boursier principal. Ouais. Quelques chiffres qu'on a sortis. Le taux d'emprunt à 10 ans a atteint un plus haut depuis octobre 2023 à 4,80%. En parallèle, le marché de l'emploi est en très bonne santé. D'ailleurs, c'est pas forcément lié aux républicains, aux démocrates, c'est les deux là. Depuis ces dernières années, ça marche. Chômage à 4,1%. Pour rappel, en France, on est quasiment, je dirais, à 9%. Donc on est 7,5. 7,5. Bon, ça remonte. Ça remonte fort. Du coup, politique monétaire moins accommodante. Chômage bas, hausse des salaires, hausse de la consommation, inflation. Du coup, hausse des taux de la part de la Fed, de la Banque centrale. Le S&P, en parallèle, qui commence à ralentir un petit peu, quasiment redescendu à son niveau pré-Trump. Est-ce que les États-Unis auraient connu une croissance trop forte en 2024 ? On rappelle plus 23% sur le S&P 500. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à ce qu'on appelle le soft landing ? Alors, soft landing, traditionnellement, c'est une expression qui est d'abord utilisée pour caractériser l'économie américaine. Et le gros enseignement de 2024, c'est qu'il y avait un débat entre soft et hard landing. Et en fait, le résultat des courses, c'est zéro landing. On a une économie américaine qui aura tourné à entre 2,5 et 3%. Dernier pointage, 3% plus au troisième trimestre. On attend les chiffres du quatrième. Et il n'y a absolument aucun signe de ralentissement. Je dirais même plus que depuis l'élection de Donald Trump, on a même des signes de réaccélération de l'économie américaine. Donc c'est normal que dans une configuration dans laquelle on s'attendait à un ralentissement, ce ralentissement ne se produit pas et au contraire, on a plutôt même l'impression que ça réaccélère, on ait un marché américain qui accélère lui aussi. Évidemment, il ne peut pas faire 23% tous les ans. Donc 2024 va rester exceptionnel. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas parce qu'il a fait 23% en 2024 qu'il va faire 0 ou moins quelque chose en 2025. Chez BlackRock, par exemple, on a plutôt une vision positive des perspectives de performance du marché américain en 2025. Pour différentes raisons, il suffit de regarder par exemple la croissance des résultats. Les analystes anticipent 15% de croissance des résultats aux États-Unis pour les entreprises américaines. Si vous faites 15% de croissance des résultats, en gros, votre marché, vous vous attendez à ce qu'il fasse autour de 10-15 sur une année donnée à valorisation égale. Donc, dire que le soft landing arrive, moi j'aurais plutôt tendance à dire non du point de vue économique, au contraire. Du point de vue marché, certainement une forme de ralentissement de la hausse, mais pas une correction, en tout cas, ce n'est pas notre scénario central. Tu l'as dit, on a connu une année exceptionnelle en 2024, notamment grâce à l'IA. À l'heure où on enregistre ce talk, c'est le lundi qui suit la sortie de DeepSeek, le modèle chinois, qui rebat un peu les cartes, puisqu'apparemment, il aurait été développé pour
seulement 6 millions de dollars, surtout entraîné pour très peu, en très peu de temps. Du coup, Nvidia s'est effondré. C'est quoi l'impact long terme de cette nouveauté? Alors ça, c'était un coup de tonnerre. Ce matin, on a tous été, on va dire, frappés par les nouvelles qui ont été publiées sur ce DeepSeek. Et à l'heure à laquelle je te parle, je t'avoue ne pas connaître les détails. On a évidemment tout un tas de personnes chez BlackRock qui sont en train de regarder ça de très près. En particulier, d'essayer de décrypter si c'est pas trop beau pour être vrai. Parce qu'effectivement, ce que nous décrit aujourd'hui le scénario, c'est que les Chinois seraient parvenus à fabriquer une intelligence artificielle générative pour quasiment 10 fois moins cher et 10 fois plus rapide et en plus gratuite. Donc là, il y a... Parce que open source. Parce que open source, qui était d'ailleurs le modèle originel de OpenAI. Bien sûr, okay, c'est dans le nom, OpenAI. Voilà, exactement, qui a évolué depuis, mais qui avait vocation à être open source. Et donc évidemment, si tout cela est vérifié, et je mets une précaution oratoire, si tout cela est vérifié, c'est un coup de tonnerre dans la mesure où l'ensemble des acteurs de l'intelligence artificielle avaient réorienté finalement leur business model vers quelque chose qui était plus lucratif, et surtout planer une forme de certitude sur les marchés selon laquelle les États-Unis avaient un avantage compétitif quasiment irrattrapable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc déjà, premier enseignement, si c'est confirmé, c'est que la Chine est au niveau, voire est allée au-delà de ce que les États-Unis avaient été capables de faire. D'où la réaction de Nvidia. Nvidia, à l'heure où on se parle, je crois qu'elle baisse de 13 à 15%, ce qui est un gros choc. C'est énorme. Ça reste relatif par rapport à la croissance du titre. Si tu la regardes sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, honnêtement, c'est presque ce qu'on appelle une virgule dans une trajectoire qui a été exponentielle. Donc on verra comment le titre réagit après quelques séances. Nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous inquiète outre mesure à l'heure à laquelle je te parle. Mais très certainement, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder parce que la deuxième incertitude, au-delà du fait que on avait tous la conviction que les États-Unis avaient un coup d'avance et finalement, ils n'ont peut-être pas. La deuxième incertitude, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire fonctionner des modèles et des business models qui avaient vocation à être rémunérateurs dans un monde dans lequel tu peux avoir peut-être la même chose gratuit. Et donc, évidemment, va se poser assez vite la question de savoir ce que vont faire les États-Unis, si tout cela est vérifié, par rapport à ce nouvel entrant, compte tenu de ce qu'on sait de l'administration américaine, pas seulement depuis l'élection de M. Trump, depuis plusieurs années, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme de protectionnisme vis-à-vis de ce nouvel entrant qui bouleverse un peu les acteurs comme un chien dans un jeu de quilles. J'imagine que l'année dernière, la collecte sur les ETF IA, elle a été très forte. Est-ce que c'est une tendance qui est en train de se prolonger? J'ai vérifié les chiffres et honnêtement, non. Pas tant que ça. Tout simplement parce que la plupart des investisseurs, et aussi bien les particuliers que les institutionnels, ont regardé l'IA, l'arrivée de l'IA, les acteurs de l'IA, avec une forme de scepticisme. En se disant, aïe aïe aïe, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de bulle? La bulle Internet, nouvelle version. Oui, mais on peut dire que la cicatrice est profonde. Donc, pour ceux qui ont vécu la bulle Internet, ils s'en souviennent encore. Et donc, l'arrivée de l'IA, ça n'a pas commencé en 2024, c'était dès 2023, a été un petit peu regardée, au moins en 2023, avec une forme de scepticisme. En 2024, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont plongé dans la piscine et qui sont montés dans le train. Et ce qu'on a observé au cours du second semestre, ce sont des acteurs qui sont rapidement ressortis, qui ont pris leurs bénéfices. Et donc, in fine, quand on regarde les flux sur les acteurs propres de l'IA, et finalement, il y en a assez peu, parce qu'il y a beaucoup de ces acteurs qui ne sont même pas cotés d'ailleurs, de toute façon, on se rend compte que ça n'a pas été aussi énorme que le buzz que l'IA a pu générer. En revanche, il y a énormément d'investisseurs qui ont joué l'IA au travers des acteurs de la tech. Donc ça, ce sont des investissements qui sont plus larges, qui sont plus diversifiés aussi. On ne joue pas une valeur Nvidia, on ne joue pas 3 valeurs, on joue un panier de valeurs plus large, comme par exemple le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est 100 valeurs. Si l'IA fonctionne, tant mieux pour le Nasdaq. Si l'IA ne fonctionne pas, il y a des relais de croissance dans l'indice Nasdaq qui permettront de compenser ce qui ne marche pas du côté de l'IA. D'ailleurs, si on part du principe que DeepSeek va être un carton, est-ce qu'on n'a pas intérêt à jouer la Chine via l'investissement passif? Alors déjà, il faudrait que DeepSeek soit coté, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais tu peux aller voir peut-être les data centers chinois ou Oui. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de produits qui ont été lancés justement qui visent à profiter de l'écosystème IA. Parce qu'en fait, il faut bien différencier les acteurs de l'IA, OpenAI, DeepSeek, ce sont finalement les entreprises qui
créent Mistral en France. Les modèles génératifs. Voilà, qui font des modèles génératifs et qui vont gagner de l'argent avec ça. Mais pour la plupart, je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas cotés. Donc, ils ne sont pas accessibles aux investisseurs traditionnels. Ils sont plutôt accessibles à certains investisseurs plus institutionnels, on va dire. En revanche, évidemment, et c'est le point que tu soulignes, il y a tout un écosystème autour de l'intelligence artificielle. Il y a l'écosystème des puces, il y a l'écosystème des data centers, il y a l'écosystème de l'infrastructure électrique et numérique qui permet de supporter... énergétique, qui permet de supporter toute cette innovation. Et là, pour le coup, on a vu émerger des produits qui sont justement orientés sur ces écosystèmes. Alors là, on peut s'attendre effectivement à ce que du côté de la Chine, si l'arrivée de DeepSeek arrive et se confirme un succès, à ce moment-là, il y aura évidemment, comme on l'a vu aux États-Unis, une forme de phénomène d'entraînement de ces acteurs annexes et connexes à l'intelligence artificielle chinoise. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'histoire de Finary avec le lancement de notre premier contrat d'assurance vie, Finary Life. Avec ce contrat, nous avons souhaité marquer notre différence et affirmer notre ADN. Finary Life a été co-construit avec Generali, l'un des plus gros assureurs au monde, et BlackRock, le leader de la gestion d'actifs mondial. Ensemble, nous avons créé 3 profils de risque qui allient diversification et frais bas, un sujet qui me tient à cœur. Ainsi, et pour la première fois en France, vous allez pouvoir bénéficier des ETF multi-actifs d'iShares de BlackRock. Grâce à cette innovation, vous accédez à la recherche et l'expertise BlackRock à des frais parmi les plus bas du marché. Si vous regardez la chaîne, vous le savez déjà, moins de frais, ça veut dire plus de performance, et c'est ça qu'on a mis en avant pour notre contrat. C'est simple, il y a 0% de frais d'entrée, d'arbitrage et de versement. Côté frais de gestion, on se situe entre 0,99% et 1,29% en fonction de votre abonnement. Pour fêter le lancement de Finary Life, je vous offre les frais à 0,95%, une offre unique. Je vous mets le lien sous cette vidéo si ça vous intéresse. Tu l'as dit, les investisseurs ont plutôt joué l'IA de façon tactique, mais ils voulaient se positionner de façon plus large, plus diversifiée, ce qui est quelque chose qu'on prône souvent sur la chaîne. Pour 2025, quelqu'un qui voudrait se positionner justement de façon diversifiée, il faudrait qu'il mette quoi dans son portefeuille ? Sur l'intelligence artificielle, c'est compliqué d'être diversifié. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent NVIDIA. On a l'impression que NVIDIA, c'est le meilleur proxy de la thématique d'investissement de l'intelligence artificielle. C'est quoi un proxy ? Un proxy, c'est quelque chose qui permet de mettre en œuvre assez facilement une idée dans un portefeuille. Donc, par exemple, si on a une idée comme par exemple l'intelligence artificielle, on va jouer NVIDIA. C'est facile, c'est un titre, et finalement, NVIDIA va réagir de manière très naturelle, à la hausse comme à la baisse, aux bonnes et aux mauvaises nouvelles liées à la thématique. Donc des proxys, on en a plein. On en a sur la décarbonation, on en a sur le vieillissement démographique, on en a sur toutes les idées, sur toutes les thématiques de marché. Si on veut jouer la thématique, honnêtement, la thématique de l'intelligence artificielle, moi je trouve que ce qu'ont fait les investisseurs historiquement en se positionnant sur les valeurs de la tech, en particulier les valeurs de la tech américaines, on verra demain si les valeurs de la tech chinoises ont leur place ou non dans ce jeu-là. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les valeurs de la tech américaines sont celles qui sont en avance de phase par rapport au reste du monde sur cette thématique. Évidemment, moi de mon point de vue, c'est bien les valeurs de la tech au sens... l'indice Nasdaq qu'il faut privilégier dans un portefeuille par rapport à des approches qui sont peut-être plus ciblées, mais qui sont aussi peut-être plus risquées. Après, je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux produits qui arrivent, qui émergent, qui sont plus concentrés en termes d'exposition sur les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, sur les acteurs qui sont les plus susceptibles de profiter du déploiement de l'intelligence artificielle. Donc là, il faut faire confiance à l'imagination des gérants et des sociétés de gestion pour proposer des nouveaux produits. On a parlé de l'IA, il y a un autre actif qui a fait beaucoup parler ces dernières années, mais plus particulièrement en 2024, c'est le Bitcoin. C'est quoi sa place dans un portefeuille pour un investisseur en 2025 ? Alors là, on a passé une bonne partie de l'année 2024 à y réfléchir chez BlackRock. Tu m'étonnes. Pourquoi ? Parce que déjà BlackRock a lancé fin 2023 aux États-Unis, pas en Europe, c'est réservé aux investisseurs américains, un ETF Bitcoin. Et cet ETF a eu immédiatement un succès phénoménal. C'est pas le plus gros démarrage de l'histoire en termes de collecte d'un ETF. Et ça nous a même surpris. Et cet ETF, évidemment, son lancement a été assorti d'un travail de recherche pour savoir quelle devait être la place des bitcoins dans un portefeuille diversifié. Alors, quand on regarde ce que c'est qu'un bitcoin, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a certains qui qualifient ça de crypto-devise. Nous, on a qualifié ça d'entrée de crypto-actif. Une devise, c'est quelque chose dont on peut servir un peu tous les jours pour acheter ce dont on a besoin. Aujourd'hui, le bitcoin, ça peut être ça, mais dans l'esprit de pas mal d'investisseurs, c'est pas ça.
D'accord ? Le Bitcoin, c'est d'abord et avant tout un actif, c'est quelque chose qu'on met dans son portefeuille, soit pour gagner de l'argent, d'accord ? Donc c'est avec une logique de rendement, de performance, soit pour diversifier son risque. Et ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est que quand on l'analyse avec ces lunettes-là, on se rend compte que la perspective de performance, elle est liée à ce qu'on appelle le rythme d'adoption. Le Bitcoin, c'est un cryptoactif parmi d'autres. Ce qu'on observe, c'est que les nouvelles générations, elles sont finalement très intéressées par ces cryptoactifs. Elles sont finalement naturellement plus ouvertes à ces actifs. Elles sont natives d'une certaine manière crypto. Et pour elles, c'est naturel d'avoir des cryptos dans un portefeuille. Premier point. Deuxième point, le Bitcoin, comme les autres cryptoactifs, c'est quelque chose qui est rare. Qui est rare par construction. Le Bitcoin a été créé pour avoir un rythme d'émission qui tendait vers zéro. Donc, il y a eu beaucoup de Bitcoin émis au départ, il y en a de moins en moins, et il y en aura bientôt plus du tout. Les fameux 21 millions. Exactement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur un actif rare. Et dans la finance, on connaît tous le dicton, ce qui est rare est cher. Et donc évidemment, s'il y a un rythme d'adoption qu'on arrive à identifier sur un actif qui est rare, finalement, on est un peu comme dans la problématique des matières premières précieuses, on est sur un actif dont la valorisation va être naturellement supportée par ce rythme d'adoption. Et le troisième intérêt du Bitcoin, c'est le fait que, justement, parce que c'est un nouvel actif, sa perspective de performance est assez indépendante de ce qui se passe et de ce qui impacte les actifs traditionnels. La croissance, l'inflation, le cycle monétaire. Bon, ça a un impact sur le Bitcoin, mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi il est passé de $100 à $100 000. Et donc, naturellement, cet actif-là va apporter de la diversification dans les portefeuilles. Alors après, chez BlackRock, on adore regarder les risques. Et ce qu'on doit dire, c'est que le Bitcoin est un actif risqué. C'est un actif qui, d'ailleurs, historiquement, a pu perdre 50% en quelques semaines. Donc, quand on en met dans un portefeuille, il faut être conscient de ce risque. Et nous, chez BlackRock, on considère qu'il faut l'approcher en budget de risque. En budget de risque, ça veut dire que sur un portefeuille donné, mettons un 50-50 actions-obligations, qu'est-ce qui est raisonnable en termes d'exposition au Bitcoin ? Et là, nos équipes ont conclu en disant 1 à 2%. Finalement, à peu près l'équivalent de ce qu'on mettrait sur l'or, par exemple. À peu près l'équivalent de ce qu'on met en moyenne sur l'un des 7 magnifiques dans un portefeuille traditionnel. Et finalement, il faut mettre à peu près le même budget de risque sur le Bitcoin. Et ça donne 1 à 2%. Et quid des autres actifs numériques, type Ethereum, Solana Alors là-dessus, on n'a pas déployé l'étude parce que ces actifs-là, ils sont quand même, premièrement, moins profonds en termes de profondeur de marché. Ils ne sont pas tous aussi faciles à traiter. Maintenant, il y a des ETF sur le Bitcoin. Il va y avoir des ETF, évidemment, sur les autres actifs, mais plutôt sur des paniers de crypto-actifs que sur des actifs individuels. Tu peux expliquer la profondeur de marché, pourquoi c'est important ? La profondeur de marché, c'est que, comme je le disais, la valorisation future du Bitcoin dépend de son rythme d'adoption. Et donc, la question, c'est finalement quels sont les volumes attendus de transactions sur le Bitcoin par rapport aux autres cryptoactifs. Sachant qu'il y a quelque chose qui existe en finance, une règle qui s'appelle « the winner takes it all ». Okay, c'est-à-dire c'est celui qui va s'imposer comme étant le plus naturel, qui va rafler 80 ou 90% des volumes. Donc évidemment, c'est bien d'avoir un panier de cryptoactifs. À la limite, c'est bien du point de vue de la diversification. Mais c'est finalement pas forcément quelque chose qui va avoir beaucoup d'intérêt parce que si le Bitcoin s'impose vraiment comme le cryptoactif de référence, en fait, il y a des chances que les autres, à un moment donné, soient un peu remisés de côté et en tout cas, puissent pas bénéficier de la même dynamique. Je te propose de revenir en Chine, qui fait beaucoup de bruit du côté de l'IA. Mais il faut quand même rappeler que la Chine est une économie qui est plutôt en difficulté. Il y avait un risque qu'on voyait, c'était l'éclatement de la bulle immobilière. Il y a plusieurs promoteurs qui ont fait faillite, qui étaient très très gros. Ouais. C'est quoi votre position sur ce risque ? Alors, la Chine avait un vrai problème de bulle immobilière. Et on savait tous que la Chine regardait ça de très près, tout simplement parce qu'il y a plusieurs précédents historiques. Il y a la bulle immobilière aux États-Unis, il y a la bulle immobilière au Japon, et on sait que ça peut mettre une économie à genoux, si ce n'est à terre. Pourquoi ils avaient un problème ? Parce qu'en fait, l'actif immobilier était devenu un actif spéculatif. On construisait de l'immobilier, on achetait de l'immobilier, non pas pour répondre à des besoins, mais dans la perspective de faire une plus-value. Et le problème de l'immobilier, c'est que c'est un actif très particulier en économie. C'est un actif qui nécessite beaucoup de leviers.
D'accord ? La plupart d'entre nous le savons bien. Quand on achète de l'immobilier, on met un petit peu de cash. C'est ce qu'on appelle l'apport. Ensuite, on se retourne vers sa banque et on finance à crédit 90% de l'achat. Et quand vous avez beaucoup de leviers dans un système, tout va bien quand l'actif monte, mais il y a un problème quand l'actif baisse. Parce que tous ceux qui vous ont prêté de l'argent vont se retrouver avec des pertes. Et les pertes sont magnifiées par le levier. C'est-à-dire que si votre actif baisse de 10% et que vous avez 9 de levier, vous perdez 90%. D'accord ? Et donc la Chine était très attentive à ça parce qu'en plus, le secteur immobilier, par rapport à l'économie chinoise, commençait à peser lourd. 10%, 15%, 20%. Donc un éternuement sur le marché de l'immobilier, en laissant filer les choses, était susceptible de mettre l'économie chinoise par terre, comme elle a mis par terre l'économie japonaise. L'économie japonaise est rentrée dans un cycle de déflation qui a duré plusieurs décennies. Ou l'économie américaine. L'économie américaine, ça a été plus court, mais ça a été extrêmement violent. Là, pour le coup, ça a failli mettre l'économie mondiale à genoux. Donc la Chine, fort de ses précédents, a tout de suite voulu tuer la spéculation immobilière. Et donc, elle a régulé très fort les promoteurs immobiliers. Et évidemment, elle y est allée de manière efficace, puisque c'est une économie dirigée. Et ça a très bien marché. Ça a presque trop bien marché, puisque la bulle immobilière s'est arrêtée net. Et comme tu le disais, tous ces promoteurs immobiliers ont eu des grandes difficultés. Certains ont fait faillite. Et ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de la spéculation dans le système. Et aujourd'hui, où on en est dans ce qu'on appelle le healing. D'accord ? Le healing, c'est la cicatrisation. C'est-à-dire on a fait éclater une bulle avant qu'elle soit trop grosse. Et donc, maintenant, il faut que les acteurs pensent leur plaie. D'accord ? Tous ceux qui ont fait crédit aux promoteurs immobiliers, il faut qu'ils absorbent leurs pertes. Donc ça dure depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle l'économie chinoise est, en termes de croissance, aussi peu dynamique. Globalement, on pense qu'on arrive un petit peu à la fin du tunnel. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois a sifflé, d'une certaine manière, la fin de la récréation, en disant maintenant, on considère que la purge a été réalisée, on peut repartir de l'avant, et on va ouvrir les deux robinets de manière synchronisée, le robinet monétaire, le robinet budgétaire, de manière à relancer l'économie chinoise, avec toujours un focus sur l'immobilier. Il ne faut pas que l'immobilier en profite pour repartir en bulle, mais là, globalement, on a quand même assez peu de risques, parce qu'on sait que quand on a eu une bulle sur un actif donné, il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'hystérèse, d'accord ? C'est de la mémoire longue. Un peu comme pour la bulle Internet, il faut plusieurs années avant que les acteurs qui ont été échaudés n'aient plus peur de l'eau froide. Donc voilà, la Chine, de ce point de vue-là, peut être assez tranquille parce que les acteurs ont été bien échaudés. Il y a un invité qui était à ta place il y a quelques semaines, c'était Charles Gave, qui lui est très bullish sur la Chine. Est-ce que tu penses aussi que du coup le marché va réagir positivement et que c'est un investissement qui pourrait être intéressant pour le moyen terme ? Alors je vais l'écouter, Charles. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter son podcast. Je crois que Charles aime beaucoup les obligations chinoises. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il pense du marché chinois. Le marché chinois, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce qu'il est extrêmement sensible au flux des investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers, un peu comme tous les acteurs qui gravitaient dans le secteur de l'immobilier, ils ont quand même été un peu pénalisés par ce qui s'est passé. Quand vous vous endettez pour acheter un appartement et que cet appartement perd 20 ou 30% de sa valeur, vous tirez un petit peu la langue. Donc l'envie de prendre des risques par ailleurs est un peu moins forte. Pour autant, le marché chinois est un marché qui est extrêmement spéculatif. Il suffit qu'il y ait la moindre perspective de gain et vous voyez les flux arriver de la part des investisseurs chinois qui reviennent sur leur marché et qui achètent les acteurs chinois, en particulier si demain on voit se former en Chine la même dynamique sur les valeurs de la tech que celle qu'on a vue aux États-Unis. On a vu comment ça s'est passé aux États-Unis. Donc sur la Chine, moi j'aurais tendance à être neutre en fait. Et d'ailleurs je crois que c'est on est neutre dans les portefeuilles BlackRock aujourd'hui sur la Chine. Neutre, ça veut dire pas exposé ? Neutre, ça veut dire en ligne avec les pondérations qu'on trouve dans les benchmarks. D'accord ? C'est-à-dire que benchmark ? Un benchmark, c'est un indice de référence. D'accord ? Dans un indice de référence, globalement, l'indice de référence le plus connu, c'est le MSCI World. Vous avez une version qui s'appelle le MSCI World All Country. Donc là, vous avez... le fameux ACWI. ACWI, le fameux ACWI, voilà. Vous avez quelques pourcents de Chine. Et donc, si vous construisez un portefeuille, cet indice de référence, il vous dit où se situe la neutralité du marché. Le portefeuille de marché, concrètement, il est exposé à je crois que c'est entre 5 et 10% sur la Chine. Et cette exposition, en gros, c'est celle qui correspond à votre exposition si vous n'avez pas de vue particulière, ni à la hausse, ni à la baisse, ni positive, ni négative.
Donc neutralité sur la Chine. Neutralité sur la Chine. Il y a un autre segment de marché, on va dire, c'est pas un pays, c'est plusieurs pays qui sont les BRICS. Ouais. Tout le monde a envie d'y croire, mais si je regarde la performance sur 15 ans, les BRICS font 5 fois moins bien que le S&P 500. Donc plus 122% contre plus 678%. C'est assez dingue. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ça va s'inverser et les BRICS vont enfin réaliser leur potentiel qui, sur le papier, paraît quand même assez évident, démographie en forte hausse, économie avec énormément de potentiel, mais marché atone, quoi. Ouais, alors déjà, dans les BRICS, il y a le R de la Russie. C'est vrai. Et le R de la Russie, il n'est pas sans impact sur la performance de l'indice BRICS, puisqu'on est passé de BRICS à BICS. Du jour au lendemain, les actifs russes ont été valorisés à 0. Ensuite, il ne t'aura pas échappé que ce qui caractérise l'environnement dans lequel on évolue depuis, en gros, la guerre en Ukraine, c'est une forme de bipolarisation entre, d'un côté, un monde développé qui a pris fait et cause pour l'Ukraine, et de l'autre côté, un monde plutôt émergent, ce qu'on appelle le Sud global, qui n'a pas pris position ou qui a eu une attitude plutôt bienveillante vis-à-vis de la Russie. Et les BRICS, finalement, quand on les liste, le Brésil, la Russie évidemment, l'Inde, la Chine, on trouve des pays, des économies, des gouvernements qui ont choisi de ne pas s'aligner avec le monde développé. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en termes de performance de marché, on a un marché qui est autant à la traîne par rapport au marché développé. Parce que ce que tous les investisseurs mondiaux ont réalisé, il ne faut pas oublier que l'essentiel de l'épargne mondiale est détenu aux États-Unis. C'est que quand vous êtes investi dans un pays et que ce pays est mis au banc du monde développé, du jour au lendemain, vous pouvez perdre toute votre mise. D'accord ? Or, les pays BRICS, les BICS, en fait, ils ne se sont pas positionnés de manière idéale par rapport à, on va dire, les vues et les convictions des pays développés. Donc, il y a un risque aujourd'hui à être investi dans ces BICS. Et dans les marchés, on appelle ça une prime de risque. Donc, aujourd'hui, la prime de risque est très élevée et ça explique pourquoi la performance a été aussi faible. Maintenant, on verra ce que nous réserve l'année 2025. Le scénario central, c'est que quand même plutôt la guerre en Ukraine s'arrête, qui est une forme de paix des braves. On verra sous quelle forme, d'ailleurs. On ne sait pas trop si ce sera à l'avantage de l'un ou de l'autre. Mais la nouvelle administration Trump a visiblement pour objectif de mettre fin à ce conflit. On verra si on arrive à normaliser un petit peu les relations entre le monde développé d'un côté et le Sud global. Et à ce moment-là, effectivement, il y a, du fait de cette prime de risque qui est extrêmement importante, il y a effectivement peut-être un potentiel de rattrapage en termes de performance. Mais ça reste un investissement très risqué. Donc, il faut attendre de voir ce qui va se passer en Ukraine. Ouais. On va parler du petit dernier, l'Europe, le vieux continent, le musée, comme on l'appelle sur cette chaîne. Croissance atone, marché aussi un peu en difficulté. Le CAC, pour rappel, a fait moins 3% sur l'année dernière. C'est le plus mauvais indice européen. Plus mauvais indice européen, d'autres ont fait mieux. Ouais. Est-ce que la croissance des marchés européens reflète le potentiel économique de notre zone ? Alors, il ne faut pas confondre l'économie et les marchés. Donc, effectivement, l'économie européenne, vous l'appelez le musée, il y a des économistes qui appellent ça l'EHPAD. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. C'est pas quelque chose qui fait rêver. Pourquoi ? Parce que l'Europe, en tant que zone géographique, zone économique, paraît coincée entre deux géants. La Chine, on en parlait à l'instant, et les États-Unis. Et le problème, c'est que le monde est en train de devenir moins coopératif. C'est-à-dire que l'Europe avait bâti son modèle pour exceller dans un monde qui était coopératif, dans un monde de libre-échange. Or, ce monde-là, depuis quelques années, n'est plus aussi coopératif. On voit bien que la globalisation heureuse n'est plus le thème à la mode. On est plutôt dans un monde qui est bipolarisé ou multilatéral, dans laquelle on est dans la confrontation entre les blocs. Et parfois, cette confrontation peut être assez forte et vigoureuse, avec notamment des politiques commerciales qui peuvent être très négatives pour le commerce mondial. On le voit avec Trump, qui impose des tarifs tout de suite. Voilà, il a dit dans sa campagne, le mot qu'il préfère dans le dictionnaire, c'est tarifs. On voit bien que ça va pas être... Ils sont droit de douane, pour rappel. Ouais, c'est ça, droit de douane. On voit bien que ça va pas forcément être sympa pour les pays qui ont bâti leur modèle sur le libre-échange et les exportations. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple.
L'autre faiblesse structurelle de l'Europe, c'est qu'elle ne produit pas de matières premières, en particulier pas de matières premières énergétiques. Donc elle est dépendante du reste du monde sur les matières premières énergétiques en particulier. Or, l'énergie, c'est la base de l'activité économique. On a du nucléaire pourtant en France. Alors on a le nucléaire, mais c'est un peu l'exception par rapport à l'ensemble de l'Europe. On va dire que la France avait, de ce point de vue-là, un avantage structurel en ayant fait d'autres choix. Mais si vous regardez l'Europe dans son ensemble, globalement, la France, c'est l'exception avec le nucléaire. Je crois qu'il y a l'Italie qui est pas trop mal non plus, mais l'Allemagne n'y est pas, quoi. Mais de toute façon, même en pourcentage du mix global énergétique européen, c'est marginal. Donc ça n'a pas d'impact. Et le troisième faiblesse structurelle de l'Europe, et là, il suffit de comparer les blocs, c'est sa démographie. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe est un pays qui vieillit, et c'est un pays qui, en plus, se ferme de plus en plus à l'immigration. D'accord ? Un peu comme le Japon, finalement. Parce que quand vous avez une économie qui vieillit, il y a un moyen assez naturel de maintenir une certaine forme de dynamisme démographique, c'est d'ouvrir les portes à l'immigration. Or, on voit bien que dans l'ensemble des économies européennes, il y a un phénomène de rejet contre l'immigration. Et donc, quand vous prenez bout à bout la problématique démographique, et la démographie, la croissance démographique, c'est le pilier numéro 1 de la croissance économique. L'innovation, l'énergie, finalement, malheureusement, l'économie européenne coche pas beaucoup de cases. Le point fort de l'Europe, c'est finalement ces entreprises. Parce que ces entreprises, elles, d'une certaine manière, elles se sont préparées déjà depuis plusieurs années au jeu global. Et donc, vous avez en Europe des leaders dans chacun des secteurs, quasiment. Il suffit de regarder en France. Dans l'énergie, on a Total. Dans le luxe, on a LVMH. On a de très, très belles valeurs en Europe dans chacun des secteurs. Et donc, finalement, l'indice européen ne doit pas être jeté avec l'eau du bain de l'économie européenne. Le problème, c'est que pour l'investisseur américain ou pour Madame Watanabe au Japon, c'est un peu la même histoire. Et donc, aujourd'hui, les flux, on ne les voit pas revenir franchement sur les entreprises européennes. Mais objectivement, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à durer trop longtemps. Et qu'est-ce qui pourrait justement changer cette équation ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que les flux, c'est une question d'envie et c'est une question de confiance. Or, aujourd'hui, l'Europe, du point de vue de l'investisseur étranger, ne fait pas envie. Un investisseur, aujourd'hui, américain, il est content d'investir dans son économie américaine. Un investisseur japonais, honnêtement, il préfère... À la limite, il va venir acheter des obligations européennes, parce que ça, les obligations européennes, ils se disent c'est bon, il est tranquille, il n'aura pas trop de risques. Mais en revanche, aller investir dans des actions européennes, dans une économie qui n'est pas florissante, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Donc, nous, on ne voit pas de catalyste à court terme. C'est pour ça que d'ailleurs, en termes de positionnement de portefeuille, nous, là, on privilégie les marchés actions américains par rapport aux autres marchés mondiaux dans nos portefeuilles. On va être plutôt neutre sur l'Europe parce qu'on n'a pas de vue particulière sur l'Europe. Et en revanche, on va jouer la préférence pour les actions à travers des actions américaines. Tu l'as dit, BlackRock regarde les flux, c'est un investisseur majeur, c'est le plus gros gérant d'actifs au monde. BlackRock est surtout connu pour les ETF. Ouais. Au troisième trimestre 2024, pour la première fois, les nouveaux investisseurs en ETF ont été plus nombreux que les investisseurs en actions, du moins en France. Donc, c'est vraiment devenu... Tu parlais de proxy tout à l'heure, c'est devenu le véhicule de choix en fait quand on veut se lancer. Je pense que le principe de diversification et de simplicité d'accès et de frais a bien été compris. Comment t'expliques un engouement qui est aussi fort ? Alors déjà, la France est en retard de phase par rapport à quasiment tous les autres pays du monde. Et ça, c'était presque une anomalie. C'est-à-dire que quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde le nord de l'Europe, quand on regarde l'Allemagne, l'ETF est le produit privilégié d'exposition, d'investissement de la plupart des particuliers dans le monde. Pourquoi ? Parce que l'ETF, déjà, c'est très peu coûteux. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à réaliser que quand on réalise un investissement sur le très long terme, les frais mangent de manière cumulée une partie de la performance. Les frais composés. Les frais composés, la 8e merveille du monde. Et donc, c'est plutôt le 8e malheur, les frais composés, c'est les intérêts composés. Oui. Les intérêts composés, c'est la 8e merveille, t'as raison. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un ETF qui a 10 centimes ou 15 centimes de frais, et qui vous propose... Donc 0,10, 0,15%. Voilà, 0,10, 0,15%, pardon. Et qui se compare à un fonds actif ou un autre véhicule d'investissement plus ou moins actif qui va présenter des frais à 1, voire 1,5%, il faut vraiment que le gérant délivre de l'alpha, ce qu'on appelle de l'alpha, c'est-à-dire de la surperformance, pour compenser ce différentiel de frais.
Et donc ça, c'est la première raison qui explique finalement le succès et l'envol des ETF. La deuxième raison, c'est la facilité d'accès. On traite un ETF très facilement. Sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, avec n'importe quelle application sur son téléphone, on peut acheter un ETF. Un ETF, ça se traite comme une action. Donc c'est d'un simple clic, on achète un ETF. Si on a 1 000 € sur son compte, on peut acheter 1 000 € d'ETF. Et on peut acheter des ETF dont la valeur unitaire fait 10 ou 15 €. Ça se fait sans aucun souci. On sait à quel prix on traite. Par exemple, aujourd'hui, on disait que les marchés baissaient. Si on passe un ordre, on est exécuté dans la seconde. On sait à quel prix on a été exécuté. Quand on investit dans un fonds, on traite à cours inconnu. On saura dans 1 jour, 2 jours ou 3 jours à quel prix on est rentré sur le marché. Et en général, sur le cours du lendemain. Donc si le marché baisse aujourd'hui mais qui rebondit demain, pas de bol, on rentrera sur un marché qui n'était pas aussi bas que ce qu'on pensait. Et le troisième argument de l'ETF, c'est la transparence. Un ETF est censé répliquer un indice, c'est comme ça que c'est construit. La composition des indices est publique, donc on sait ce qu'il y a dans l'ETF à tout instant. Donc c'est ça les 3 arguments majeurs qui militent en faveur de l'éclosion et du développement des ETF en France comme ailleurs. Si j'interroge un gérant actif, il va me dire le problème des ETF, c'est que... Et tu l'as fait d'ailleurs. Et je l'ai fait plusieurs fois sur ce plateau. Des gérants qui battent d'ailleurs le marché. Il y en a qui battent le marché depuis plus de 30 ans. Je pense à William Higgins sur les small cap européennes. Ouais. D'ailleurs, on remarque que c'est des niches sur lesquelles ils arrivent à battre le marché. C'est très dur de battre un indice global très très profond. Donc ces gérants, ils me disent tous la même chose. Ils me disent c'est super, je comprends l'intérêt. Par contre, ça fait survivre des sociétés qui ne devraient pas être là, ou ça survalorise des sociétés qui ne le méritent pas, parce qu'en fait, les émetteurs achètent tout. Ils achètent tout le S&P 500, ils achètent tout le CAC 40, ils achètent tous les indices européens, et donc ils achètent aussi les valeurs qui sont peut-être un peu moins qualitatives. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je leur dis, regardez les chiffres, parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Donc ça, ce serait vrai si les ETF représentaient 100% du marché. Et là, je prends tout à fait l'argument. Mais les États-Unis, qui sont le premier marché sur lequel les ETF ont été lancés et se sont développés, aujourd'hui, quand vous regardez le marché américain, le marché des actions américaines, disons que ça fait 100, vous avez 70 actions qui sont détenues en direct par des investisseurs particuliers, institutionnels, donc qui achètent directement Apple, Nvidia, etc. Vous avez 15 qui sont détenues par des fonds actifs et 15 qui sont détenues par des ETF. Donc moi, je veux bien entendre l'argument, mais le jour où les ETF représenteront 100, aujourd'hui, ils ne représentent pas 100, ils représentent 15. Mais les 15 grandissent, j'imagine, très vite. Alors, les 15 grandissent. Mais par exemple, quand vous regardez les volumes qui sont traités tous les jours, les ETF, c'est 5% des volumes traités sur la bourse américaine. Donc, avant que l'ETF ait un poids qui justifie une telle critique, il va falloir quand même que ça croisse encore beaucoup. Et à ce moment-là, très bien, on en reparlera, mais on a quand même plusieurs années, si ce n'est décennies, devant nous. Il y a une autre peur que je vois énormément. Tu as parlé tout à l'heure de la bulle .com, c'est l'explosion de la bulle des ETF. Tu vois, aujourd'hui, il y a eu une grosse baisse de marché. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, on rentrait en crise et que les marchés chutaient fortement et que les émetteurs seraient obligés de vendre des titres pour rééquilibrer les portefeuilles ? Est-ce que finalement, on partirait pas dans un effet extrêmement dangereux de cycle infernal où plus le marché baisse, plus les émetteurs vendent, plus ils font baisser le marché et ils créent une crise liée à leur actif? Alors ça, c'est pas propre aux ETF. C'est propre à toute phase de consolidation, voire de crack sur un marché d'actions. Un marché d'actions, naturellement, c'est sensible à ce qu'on appelle les narratifs, les histoires. Donc ça, on a un prix Nobel qui l'a démontré. Et donc, à un moment donné, le marché est optimiste. Le marché monte, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis, à un moment donné, un doute s'installe. On verra si ce qui est arrivé aujourd'hui alimente ce doute. En tout cas, il y a un grain dans la Voilà, il y a un machine. petit grain de sable. Et là, il y a ce qu'on appelle un phénomène de ruée vers le portillon. C'est-à-dire que tout le monde se dit, il faut que je sois le premier à vendre. Les premiers qui vendent, forcément, déséquilibrent le rapport entre l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on parle d'un marché. C'est un rapport entre l'offre et la demande. Ça alimente la baisse. Et ça amène d'autres acteurs à vouloir liquider leur position. Mais ça, ce n'est pas du tout propre aux ETF. Les ETF ne sont qu'un moyen de réaliser ces ajustements de portefeuille, comme on peut le faire au travers de fonds et comme on peut le faire au travers des titres en direct. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est finalement quel est le niveau de confiance générale vis-à-vis des capacités de performance et surtout de croissance des résultats des entreprises d'un marché donné. Et aujourd'hui,
même si ce qui s'est passé aujourd'hui sur les valeurs de la tech, en particulier sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, effectivement, c'est l'ombre d'un doute. On va voir si ça se confirme ou pas. Globalement, il n'y a pas trop de doute sur l'économie américaine. On en parlait tout à l'heure quand on a commencé cet entretien. L'économie américaine, et ça ne date pas de Trump en novembre, ça date peut-être même de Trump en 2016. La manière dont fonctionne l'économie américaine depuis 2016, c'est des budgets en déficit massif. C'est quoi, c'est 7% par an le déficit? Entre 7 et 8%. En 2023, en 2024. Plus que la France, pour rappel, en France. Plus que la France, mais bien sûr. C'est des niveaux et surtout, les montants sont énormes. De déficit énorme. C'est du déficit qui vient financer de l'investissement. Et donc, cet investissement, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de l'activité économique, donc de la croissance, et c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la consommation, donc des revenus des ménages. Donc, arriver à faire dérailler une économie avec 8% de déficit budgétaire, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord ? Et il se trouve que les États-Unis, aujourd'hui, parviennent sans problème à se financer. Tu évoquais tout à l'heure les taux longs à 4,80 sur le 10 ans américain. On est à 4,50 aujourd'hui. Mais à 4,50, quand vous avez une économie qui croît entre 2 et 3% et une inflation qui est quelque part entre 2 et 3%, c'est juste un niveau neutre. Nous, ça nous paraît énorme parce qu'on n'est pas habitué à ces niveaux de taux. Mais 4,5% aux États-Unis, c'est presque trop peu. Nous, on a des gérants chez BlackRock qui, à ce niveau de taux, ils vendent les obligations américaines parce qu'ils pensent que le taux sur les obligations américaines, il devrait monter encore. Donc, en fait, en pratique, ce qu'on peut dire de l'économie américaine, ce qu'on peut dire du marché américain, c'est oui, il peut y avoir à un moment donné un risque, mais on ne peut pas non plus construire un portefeuille pour un risque extrême qui a une probabilité d'occurrence et de réalisation qui est très faible. C'est le fameux signe noir, c'est le signe noir, voilà. C'est signe noir. Après, on peut choisir de construire un portefeuille pour se protéger contre tous les signes noirs. Mais à ce moment-là, la réponse, c'est le cash. Ça, c'est le signe noir, ça vient de Nassim Taleb, qui a été gérant de hedge fund. Je crois qu'il a toujours un hedge fund, d'ailleurs. Toujours. Donc, l'idée qu'un événement comme ça, improbable, puisse créer une opportunité de marché, est-ce que c'est possible, via des ETF, de se préparer à des Black Swan? Alors, les ETF sont plutôt des produits d'exposition. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont intéressants pour prendre un risque. Ce n'est pas vraiment des produits qui ont été construits et pensés pour se protéger contre des risques. Maintenant, il y a un certain nombre d'ETF, pas forcément beaucoup, qui sont ce qu'on appelle des ETF short, par exemple. Ouais. Donc, ce sont des ETF qui vont vous faire gagner quand le marché baisse. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces cas-là, vous avez des produits dérivés dans l'ETF. Et donc, vous avez intérêt à ce que votre scénario central se réalise. Sinon, malheureusement, ça marche un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez un marché qui monte et que vous êtes short, vous n'allez pas avoir une performance exceptionnelle. Tu as parlé des produits dérivés. Ça, c'est un autre risque qui revient beaucoup. Et en tout cas, c'est une question qui préoccupe les investisseurs. Aujourd'hui, tu peux investir dans un ETF à réplication physique. On va acheter les sous-jacents. En tout cas, on va acheter une partie des titres qui sont dans l'indice sous-jacent. Ou alors, on fait de la réplication synthétique via des produits dérivés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le verre dans la pomme en remettant du produit dérivé dans un produit d'investissement qui est relativement simple? Alors, il y a eu énormément de débats là-dessus. Et pendant longtemps, BlackRock a été dans le camp de ceux qui pensaient qu'il fallait ne faire et ne jurer que par la réplication physique, justement pour limiter au maximum ces risques-là. Qui est d'ailleurs beaucoup plus répandu aux États-Unis. La réplication physique aux US, c'est vraiment la norme. C'est la norme. C'est plutôt en Europe qu'on a du synthétique. Exactement. Et effectivement, de ce point de vue-là, les Européens étaient plus imaginatifs d'une certaine manière, en ayant plus largement recours à la réplication synthétique. Il y a quand même des choses qui ont changé depuis 2008. Finalement, la prise de conscience a été générale vis-à-vis du risque potentiel lié à un défaut d'une contrepartie. Ça, c'est la faillite de Lehman qui a été malheureusement la manière un peu dure de le réaliser pour pas mal d'acteurs financiers. Et donc, ce qu'on a pu voir depuis lors, et notamment sous la pression du régulateur, mais pas que, c'est ce qu'on appelle la couverture du risque de contrepartie. Donc, quand vous mettez en place un produit dérivé, selon le résultat de l'opération, vous gagnez ou vous perdez, il va y avoir entre l'ETF et la contrepartie produit dérivé un échange de flux qui va venir protéger ce gain si vous avez un gain sur votre contrepartie et dans l'autre sens, le gain de la contrepartie si vous êtes en perte. C'est ce qu'on appelle la collatéralisation. C'est-à-dire qu'en gros, on va garantir au travers d'un échange physique le fait que même si demain votre contrepartie fait défaut, vous avez des actifs que vous pouvez réaliser et qui vous permettent de matérialiser
le gain que vous aviez observé sur le produit dérivé que vous avez mis en place dans votre produit. Donc très concrètement, on a par exemple des titres en gage. Exactement. Et donc si la contrepartie fait faillite, on peut vendre ces titres. Vous avez un gage. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme si vous aviez un crédit avec votre banque. Si vous avez emprunté auprès de votre banque, si demain vous disparaissez, votre banque elle est dedans. Hein. Mais si en contrepartie vous avez hypothéqué votre maison, la garantie c'est la maison. Et donc la banque se retrouve avec la maison, elle vend la maison, elle rembourse le crédit. Donc c'est exactement comme ça que ça marche, c'est la même logique. Et depuis lors, même BlackRock considère que la réplication synthétique est moins risquée qu'elle n'a pu l'être par le passé. Et donc BlackRock a lancé ses premiers ETF de réplication synthétique il y a quelques années déjà. Et aujourd'hui, si tu devais choisir entre réplication synthétique et réplication physique, tu prendrais quoi ? Indifférent. Objectivement indifférent. On va dire que mon ADN, j'ai toujours une petite préférence pour la réplication physique, mais objectivement, les deux se défendent. Tu l'as dit, les ETF, c'est un peu le magasin de jouets. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des shorts, des longs, il y en a sur les thématiques, les secteurs. Comment un investisseur fait pour s'y retrouver si son objectif, c'est de construire un portefeuille diversifié? C'est compliqué, je suis d'accord avec toi. On a parlé à un moment donné de zoo. C'est vrai que ça devient un peu... C'est le marché de Rungis, en fait. Ouais, c'est le marché de Rungis, exactement. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'expositions différentes. Et beaucoup de choses qui se ressemblent aussi, il y a le fameux overlap. Oui, avec parfois des indices qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait équivalents non plus. Donc, on a l'impression d'acheter quelque chose et on peut se tromper parce que finalement, ce n'est pas tout à fait le même indice. Et comme ce n'est pas tout à fait le même indice, in fine, ce qu'on a n'est pas forcément équivalent à ce qu'on pensait avoir. Donc, oui, il y a un petit peu un phénomène de surabondance. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché est quand même globalement efficient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vient récompenser les produits qui sont les plus compétitifs ou en tout cas les mieux positionnés sur une offre donnée. Et donc, même dans le marché des ETF, on observe cette efficience, c'est-à-dire que vous avez quelques très gros ETF qui sont en fait ceux qui intéressent le plus la collectivité des investisseurs. Et ça, vous le mesurez assez facilement. Il suffit de regarder les encours de l'ETF considérés. Ce qu'on appelle le fameux AUM. Le fameux AUM, Assets Under Management. Et donc là, vous voyez tout de suite quels sont les produits qui sont des produits cœur que vous allez retrouver dans la plupart des portefeuilles des investisseurs et quels sont les produits plutôt niches que certains investisseurs aiment bien et que d'autres ne regardent même pas. Et donc le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est effectivement commencer déjà par regarder l'AUM, donc la valeur globale de votre ETF, tout simplement parce que ça va être aussi un très bon indicateur de la liquidité de votre ETF. On parlait tout à l'heure de la profondeur de marché. Plus un ETF est gros, plus il va être traité facilement. Et donc, ça veut dire que les coûts associés à l'exécution de l'ETF vont être réduits. Et donc, objectivement, aujourd'hui, le marché s'est un peu organisé en donnant une prime aux plus gros ETF. Alors, évidemment, il y a de l'innovation, il y a toujours de nouveaux ETF qui arrivent. Mais là, dans la plupart des cas, ceux qui ont été le mieux conçus, ceux qui ont été le mieux construits, remportent un petit peu la mise et les autres végètent. On a parlé tout à l'heure de gestion active. On a aussi parlé de gestion passive. Là, on observe un nouveau phénomène aux États-Unis qui est la convergence des deux avec des ETF actifs. Ouais. Est-ce que c'est pas un oxymore, ça ? C'est amusant, ça. C'est une question rigolote. Alors, oxymore, je dirais que non. Enfin, tu as raison. En apparence, oui. Pourquoi ? Parce que l'ETF, historiquement, est un véhicule d'exposition indicielle. Mais l'ETF, c'est d'abord et avant tout une technologie qui permet d'être exposé à un portefeuille de manière transparente et de manière très liquide. C'est-à-dire qu'on peut traiter à tout instant de la journée pour quelques euros et en connaissant le prix d'exécution. Et cette technologie, finalement, au départ, elle a été construite pour une stratégie indicielle, mais en théorie, on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Et effectivement, les États-Unis ont mis en œuvre quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, c'est des ETF actifs. Historiquement, le monde se partageait en deux. On avait la gestion indicielle qui était dans les ETF, un petit peu de fonds indiciels, mais c'était assez rare, et la gestion active dans des fonds. Mais finalement, si vous arrivez à faire converger les deux mondes, si vous mettez de la gestion active dans les ETF, c'est un moyen, d'une certaine manière, de réconcilier deux objectifs qui sont louables en soi. La gestion active, elle est là pour vous délivrer un alpha, pour prendre des positions actives par rapport au marché, et il y a des moments où ça se justifie. BlackRock est d'ailleurs une maison dans laquelle on a de la gestion active et de la gestion indicielle. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut faire que de la gestion indicielle dans un portefeuille. Moi, dans mon portefeuille, j'ai 30% de gestion active, et je vis très bien avec ça, et les portefeuilles de mes clients, c'est pareil.
Donc, mais je préfère avoir finalement de la gestion active dans un ETF, parce que je sais que je vais pouvoir la traiter tous les jours, à tout instant, au plus faible coût, plutôt que dans un fonds où je vais être obligé de traiter, par exemple, à cours inconnu, sans forcément savoir ce qu'il y a dans mon produit. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une convergence des deux. Et moi, je peux prendre le pari avec toi, tu me réinviteras dans 4 ou 5 ans, on en reparlera, qu'effectivement, l'infrastructure fonds, qui est une infrastructure historique, mais assez lourde, a vocation à disparaître pour aller vers l'infrastructure ETF. Donc concrètement, je vois l'intérêt, il y a une technologie qui permet de baisser les coûts, qui permet de profiter des avantages finalement des deux produits, mais en quoi ça consiste un ETF actif aujourd'hui ? Un ETF actif, ça va ressembler beaucoup à un fonds actif, c'est-à-dire qu'on va aller recruter un gérant, ce gérant va mettre en place une stratégie qui n'est pas une stratégie indicielle. Et cette stratégie, elle va être expliquée aux investisseurs potentiels, mais ensuite, elle va être mise en œuvre par le gérant. Et donc, la responsabilité de l'investisseur, ça va être de suivre ce que fait le gérant dans son ETF actif pour s'assurer que, effectivement, ce qu'il vous a dit se traduit en réalité dans le portefeuille. Donc, il va y avoir une forme... C'est un peu moins clé en main comme investissement que ce qu'on avait dans la gestion indicielle. La gestion indicielle, on investit dans un indice. Un indice, on sait comment ça fonctionne. En général, c'est pondéré par la taille des capitalisations. Si vous avez un titre qui grossit par rapport à l'autre, vous avez un peu plus du titre A que du titre B, et c'est très simple comme ça. Là, dans un ETF actif, demain, vous avez un gérant qui peut vendre complètement ce qu'il a dans une valeur pour en acheter une autre. Donc ça, effectivement, du point de vue de l'investisseur, ça nécessite d'être un peu plus attentif à ce qui se passe dans l'ETF. Mais, à part ça, finalement, c'est absolument équivalent à l'investissement dans un ETF traditionnel. Donc un ETF traditionnel, c'est quelque chose, vous êtes devant votre outil de transaction, vous passez un ordre sur l'ETF, qu'il soit actif ou indiciel, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir un teneur de marché, le teneur de marché va vous apporter la liquidité, soit il va trouver sur le marché quelqu'un qui est vendeur de la même quantité de titres, soit il va se retourner sur le marché pour traiter le panier sous-jacent dans l'ETF, il va faire tout ça en continu, et donc vous allez avoir votre liquidité en continu. Et donc le gérant qui va construire son portefeuille, il va le construire sur la base d'ETF. Donc, dans son portefeuille, il n'y aura que des ETF. Alors, attention, ça, c'est une autre famille de produits. Donc, vous avez les ETF actifs. Donc, ce sont des ETF dans lesquels on a finalement mis des stratégies actives. Il y a 2 types de stratégies actives. Il y a les stratégies qu'on appelle de sélection de titres. Donc, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment comme de la gestion active. C'est comme la gestion active. Je préfère Peugeot que Renault. J'achète Peugeot, je vends Renault. Okay, ça, c'est la sélection de titres. Et vous avez une deuxième catégorie de gestion active qui s'appelle la gestion dynamique de l'allocation. Donc là, l'idée, c'est pas de dire je fais la sélection de titres. En fait, le gérant qui est dynamique au niveau de l'allocation, Renault, Peugeot, pour lui, c'est le secteur automobile européen. Et pour lui, c'est un panier qui va traiter. Soit il n'a pas de vue particulière, il est à l'indice. Soit il n'y croit pas et il est sous-pondéré. Soit il y croit, il est surpondéré. En revanche, lui, il va se concentrer sur ce qu'on appelle les grands facteurs de risque. Les grands facteurs de risque, c'est quelle classe d'actifs ? Est-ce que je préfère les actions ou les obligations ? Qu'est-ce que j'utilise comme moteur de diversification ? Est-ce que j'utilise les devises ou pas ? Est-ce que je prends de l'or ? Est-ce que je prends du Bitcoin ? Une fois que j'ai construit mon portefeuille global, qu'est-ce que je mets à l'intérieur des poches ? Dans mes actions, est-ce que je préfère les actions européennes, les actions américaines, les actions japonaises, les actions chinoises ? Est-ce que j'en prends plus ? Est-ce que j'en prends moins ? Donc ça, c'est la gestion dynamique de l'allocation. Et on peut très bien être dynamique au niveau de l'allocation sans être actif au niveau de la sélection de titres. Et donc ça, c'est la beauté de l'ETF d'ETF, c'est que vous pouvez avoir des gérants qui sont actifs au niveau de l'allocation en sélectionnant des ETF, donc qui sont des véhicules indiciels, pour être surexposés ou sous-exposés à des classes d'actifs, à des zones géographiques, à des facteurs de style. Et ça, c'est finalement une manière très très peu chère d'accéder à une gestion dynamique de l'allocation, ce qu'on appelle finalement la gestion, l'alpha de la gestion diversifiée. Chez Finari, on a décidé de proposer les premiers ETF actifs indiciels de chez BlackRock qui s'appellent les portfolios iShares. Ils vont être mis dans notre assurance vie Finari Life. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la stratégie de ces ETF ? Alors, cette offre,
est une offre qui se construit comme une gamme par profil de risque. Donc, vous avez 3 grands profils, un profil prudent, un profil équilibré, un profil dynamique. Ce profil, il n'est pas construit comme c'est traditionnellement le cas dans la gestion diversifiée en disant le dynamique, on lui met 75% d'actions et puis vogue la galère. L'équilibré, on lui met 50% d'actions et on va s'y tenir, etc., etc. Là, l'idée, c'est plutôt de dire que ces produits ils doivent correspondre à un profil de risque de l'investisseur. Et en général, le profil de risque de l'investisseur, il ne varie pas dans le temps. Moi, je sais que je suis plutôt dynamique. Mounir, je ne sais pas toi ce que tu es à titre personnel, plutôt dynamique. Mais enfin, tout le monde n'est pas dynamique. Il y a des gens qui sont un peu plus averses au risque, en particulier au risque de marché. Et pour eux, finalement, quand vous avez un choc comme en 2008, un choc comme en 2020 ou un choc comme en 2022, ce qui compte, ce n'est pas la volatilité moyenne du marché. D'accord ? Ça ne sert à rien de leur dire qu'en moyenne, le marché action américain, il a à peu près tel niveau de volatilité. Quand vous avez un marché action américain qui corrige de 50%, pour eux, c'est toujours trop. D'accord ? Et donc, ce que ces investisseurs-là attendent, c'est que leurs produits conservent un certain niveau de risque qui correspond à leur profil de risque. Et donc, par exemple, quand la volatilité explose, il faut que la structure du produit évolue de manière à maintenir le niveau de risque du produit à peu près dans la fourchette admissible du client. Pourquoi c'est important ? Parce que si le client n'a pas confiance dans le fait que son produit continue à lui correspondre, il va le vendre. Et s'il le vend dans un choc de marché, l'histoire des 10, 20, 30, 50, 100 dernières années, c'est qu'il va rater le rebond. À un moment ou à un autre, le rebond va survenir, il aura vendu le produit et il va rater le rebond, donc il aura matérialisé les pertes. Il ne récupérera pas le rebond du marché et quand il reviendra, ce sera trop tard, ou en grande partie trop tard. Donc, ces produits d'allocation, ils ont déjà été construits pour voir leur structure entre actions, obligations, toutes les autres classes d'actifs évoluer dans le temps de manière à maintenir un profil de risque qui soit à peu près constant, quel que soit le cycle de marché, et qui corresponde au profil de l'investisseur final. Donc, qui n'a rien à faire, du coup. Qui n'a rien à faire. La gestion de l'allocation, elle est faite dans le produit. Et ces produits-là, en plus, leur structure va être revue périodiquement pour aussi tenir compte de ce qui se passe sur les marchés. À un moment donné, que pense BlackRock des actions américaines par rapport aux actions européennes ou aux actions japonaises ? Ça va se traduire par des préférences qu'on va retrouver dans ces portefeuilles. Donc, ce sont des portefeuilles qui sont gérés activement. C'est pour ça qu'on parle d'ETF actifs. Ce sont des ETF qui sont gérés activement au niveau de l'allocation. Donc, de l'allocation d'actifs, l'allocation entre les actions et les obligations, entre les actions et les obligations et le monétaire et d'autres actifs. Ça peut être les matières premières, ça peut être les devises, ça peut être peut-être demain les crypto-actifs, on verra. Et la promesse, c'est qu'on va faire ça au travers des ETF avec un niveau de frais qui va être extrêmement compétitif. Donc, au moins dans la durée, la certitude de l'investisseur, c'est qu'il ne va pas payer très cher en termes de frais. Du coup, qui dit frais bas, dit performance en plus pour l'investisseur. Exactement. Normalement, ce qui n'est pas prélevé en termes de frais, c'est de l'argent qui reste dans le fonds et qui est au travail. Et donc, ça, c'est très important parce que, justement, tu parlais tout à l'heure de 8e merveille du monde, des intérêts composés. Plus on a d'argent qui est au travail sur les marchés, plus on a de chances, effectivement, de générer la performance dans la durée. Et pourquoi les ETF actifs ont autant explosé aux États-Unis, mais pas encore en Europe ? On n'a pas tout à fait la même culture de l'investissement aux États-Unis et en Europe. Et donc, les États-Unis sont et ont toujours été en avance de phase par rapport à la plupart des autres marchés. On ne va pas pointer du doigt les investisseurs européens, sont loin d'être les pires. Mais les États-Unis, c'est vraiment un endroit où chaque particulier américain a pris en main son épargne. Il n'y a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé parce qu'il n'y a pas les mêmes filets sociaux qu'on retrouve ailleurs, et en particulier en Europe. Et donc, un peu par culture, l'investisseur américain, il est intéressé par des idées nouvelles. Les gérants d'actifs américains, ils se doivent d'être innovants pour répondre aux attentes de ces investisseurs américains. Et c'est pour ça la plupart des nouvelles idées, on les voit arriver en premier aux États-Unis. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que quand ça marche aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de chances que ça marche ailleurs dans le monde. Parce que ce qui va convenir à l'investisseur américain qui est un investisseur exigeant et surtout qui est confronté à une offre multiple et extrêmement compétitive, quand il va choisir de faire confiance à une idée, parce qu'elle lui semble bonne, il y a assez peu de chances que l'investisseur européen ou l'investisseur asiatique trouve que cette idée est mauvaise. D'accord ? C'est qu'en général, c'est quand même plutôt une bonne idée. C'est un bon filtre, le marché américain, de ce point de vue-là. Donc, le marché américain est en avance de phase. C'est là que sont lancées les innovations. C'est là aussi qu'elles sont testées.
Et finalement, ce qui est intéressant pour l'investisseur européen, c'est que quand ça arrive en Europe, c'est que on a eu la preuve du concept. Ça a marché aux États-Unis, donc il y a des chances que ça marche en Europe. Et ça sera dispo en exclusivité sur Finary Life. Henri, je te propose de finir par le chrono Finary. Ouais. Le format, il est super simple. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre par oui ou non ou une réponse très courte. Oula, ça le plus dur. Ça te va? Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est pire? Crack boursier ou crack immobilier? Immobilier, définitivement. Parce qu'un crack immobilier, ça met des années à être absorbé, digéré par les agents économiques. Le dollar résilient ou en danger? Résilient. Le dollar est encore aujourd'hui, encore pour longtemps, la devise de référence du commerce mondial. C'est très lié. 21e siècle, hégémonie américaine ou hégémonie chinoise? Un conflit de puissance. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un qui va l'emporter sur l'autre. Elles vont se neutraliser. Pour relancer l'économie européenne, il faut du protectionnisme ou il faut du libre-échange? Il va falloir des idées. Parce que le libre-échange ne va pas aider l'Europe, enfin ne va pas plus l'aider parce qu'elle a toujours été libre-échangiste. Et le protectionnisme est toujours une mauvaise solution. Justement, l'Europe 2025, cycle de baisse des taux ou cycle de hausse des taux? Baisse des taux. Ils auraient déjà dû baisser plus depuis plus longtemps. L'indice S&P 500, il est sous-évalué ou il est surévalué? Il est à son prix. Il est à son prix, honnêtement, il est à son prix. Les ETF multi-actifs, avenir de l'investissement ou simple mode? Avenir de l'investissement. Ils vont remplacer à terme les fonds actifs. Est-ce qu'on va vers une transition énergétique ou une transition technologique? À court terme, technologique. À moyen long terme, climatique et énergétique. Obligation d'État ou obligation d'entreprise? Entreprise. Direct. Les États ont un problème de financement. Et pour régler ce problème de financement, les taux vont monter. Les entreprises n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Elles peuvent bénéficier d'une croissance qui est structurellement plus élevée, soit localement, soit ailleurs dans le monde. IA, révolution fondamentale ou bulle Internet version 2? Révolution fondamentale. The jury is still out, comme on dit en anglais. On le saura dans quelques années, mais BlackRock a une conviction, c'est que c'est une évolution structurelle. Merci beaucoup, Henri. Merci, Mounir.